Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque d'Animal Lecteur. On est le 11 janvier 2012 et aujourd'hui je lis Hard Times, Histoire orale de la Grande Dépression de Stud Terkel. Histoire orale de la Grande Dépression est une anthologie de textes, de témoignages de gens qui ont vécu le crash de 1929 et la Grande Dépression qui s'en est suivie, de même que les mesures qui ont été prises, dont le New Deal, pour y faire face. Alors ici, nous avons le témoignage de Carrie McWilliam, auteur et rédacteur en chef de The Nation. La fin des années 1920 et le début des années 30 ont été une période d'innocence. Après l'effondrement de la bourse, certains rédacteurs en chef de New York ont proposé qu'il y ait des auditions sur le thème « Qu'est-ce qui a vraiment causé la dépression ?» Elles se tenaient à Washington. Rétrospectivement, elles sont assez amusantes à lire. Les grands industriels et les grands banquiers sont venus témoigner. Ils n'avaient pas la moindre idée, même vague, de pourquoi ça avait mal tourné. Aujourd'hui, on lit ça avec stupéfaction. Ils étaient tellement inconscients. C'était leurs affaires et pourtant, ils ne comprenaient pas comment marchait l'économie. Les seuls témoins valables, c'étaient les professeurs d'université, qui avaient alors une très mauvaise réputation. Aucun professeur d'université n'était censé comprendre comment fonctionnait l'économie concrète. La confusion était générale. Personne n'avait rien anticipé, en dépit du fait qu'il y ait eu dans le passé de nombreuses paniques. L'innocence des grands hommes d'affaires était stupéfiante. Ce sont des groupes que l'on dépeignait à l'époque comme vicieux, archi-réactionnaires, etc. La Liberty League, par exemple, il y avait une part de vérité, mais en réalité, il s'agissait soit de pauvres brebis égarés, soit de très bons comédiens. Y a-t-il eu des symptômes visibles avant le crash? Oh oui, la bourse connaissait une fuite en avant. La valeur des actions n'avait aucune relation avec les profits des entreprises. Il y avait des signes de troubles sérieux en Europe. Les réparations étaient allées de mal en pis pour l'Allemagne. Hitler avait commencé à faire parler de lui au début des années 1920, Mussolini en Italie. La dépression aurait pu-t-elle être évitée? Celle de 1929, je suis sûr que oui. Il aurait fallu commencer bien avant 1929, avec une gestion fiscale moderne, une compréhension du cycle des affaires. Le résultat de l'expérience de mon père au Colorado en 1919 et de la mienne durant la Grande Dépression, c'est que j'ai perdu toute confiance dans le fonctionnement de l'économie. J'ai essayé, sans succès, de ne rien posséder. Je n'avais aucune confiance dans les actions ou dans les obligations. Tout ça ne m'inspirait rien de bon. Pareil aujourd'hui. C'est peut-être une attitude déraisonnable de ma part. Toujours est-il que... Les événements d'octobre 1929 ont suscité une réaction à retardement. J'étais avocat à Los Angeles. En un an ou deux, j'ai vu l'impact sur les clients, sur le genre de veuves qui étaient légion en Californie du Sud, qui avait amené de l'argent du Middle West et l'avait investi dans d'audacieuses opérations de promotion immobilière. Elles ont commencé à perdre leurs biens. J'étais très énervé quand j'ai constaté ce qui se passait. Il y avait une activité frénétique de saisie. Quand je suis sorti de la fac de droit en 1927, je n'étais pas politisé. J'étais un personnage à la L. H. Macon. Dans les années 1930, je me suis de plus en plus intéressé au social et à la politique. Ma première réaction fut très hostile à Roosevelt. Je me souviens en particulier de ma déception à l'écoute de son discours de 1932 au Hollywood Bowl. Je trouvais qu'il était stupide. Il n'avait pas l'ombre d'une idée, vraiment, de ce que pouvait être la dépression. Il voulait rééquilibrer le budget et faire toutes sortes de choses qui n'avaient aucun rapport avec les problèmes auxquels il devait faire face. Lui aussi, c'était un innocent. Il n'avait pas de programme. Les trucs bien qu'il a fait, il y a été obligé. Les mouvements ouvriers, les occupations d'usines, ce sont eux qui ont produit la législation sur le travail. Le mouvement de la Farm Holiday Association est à l'origine du programme agricole. Le docteur Townshend, Coughlin, Wheelong et compagnie sont à l'origine des pressions qui ont fait naître la sécurité sociale. Roosevelt a réagi dans le bon sens. À la fin, je suis devenu un admirateur.
Il y a eu des mouvements pour les retraites en Californie, en marge du Dr. Thompson. C'était fascinant de participer à ces réunions. En même temps, on pouvait avoir quelques doutes quant à leur nature. Il y avait tellement de démagogie. Les Holland Brothers et Ham and Eggs, l'Utopian Society. L'année critique pour moi, ça a été 1934. D'abord, il y a eu la grève générale de San Francisco, puis la campagne d'Hampton Sinclair pour le poste de gouverneur. Je connaissais Sinclair. On était bons amis. J'ai couvert sa campagne pour le Sun de Baltimore. C'était incroyable. Il était candidat pour l'investiture démocrate et il a presque gagné. Cet homme a commencé un an avant l'élection avec en tout et pour tout un pamphlet et pas un sou. Plus la réputation d'être un athée, un socialiste et un partisan de l'amour libre. L'industrie du cinéma a exercé une pression dégueulasse sur les employés, menaçant de fermer les studios si Sinclair était élu. Il a fait 800 000 voix. Il avait la conviction passionnée qu'il pouvait réellement mettre un terme à la pauvreté en Californie. Je me souviens que 6 ou 8 ans après sa campagne de 1934, dans les contrées sauvages du nord de la Californie, on pouvait voir inscrit à la craie sur les rochers et les abords des ponts « Mettons fin à la pauvreté en Californie ». Ce fut une énorme campagne d'éducation. Je pense qu'il aurait été désastreux que Sinclair soit élu. Il n'aurait pas su quoi faire. Mais il avait la conviction que la pauvreté était le fait de l'homme et non un mal nécessaire. À l'époque, la Californie était synonyme d'abondance. C'était incroyablement riche, surtout les terres agricoles. Il y avait pourtant quantité de cultures détruites. Il y avait des décharges dans le sud de l'État, où ils jetaient les citrons et les aspergeaient de produits chimiques. Au moment même, des milliers de gens étaient dans un profond désarroi. Au fil des années, mon personnage mannequin a perdu de sa superbe. C'était facile de romancer les années 30. Les attitudes raciales n'étaient pas très bonnes. Je me suis directement impliqué dans ces questions et les comportements étaient incroyables. S'il n'y avait pas eu la catégorisation des pauvres qu'il y a aujourd'hui, l'ancien médecin, l'avocat qui a perdu sa clientèle, l'homme d'affaires, tout le monde était dans le même bateau. On n'avait pas non plus l'impression que la race était un problème national. Dans la seconde moitié des années 1930, environ 350 000 réfugiés du Dust Bowl, les terribles tempêtes de poussière qui se sont abattues principalement sur l'Oklahoma et l'Arkansas, ont envahi l'État. On en a vite fait des stéréotypes, exactement comme pour une minorité raciale. On les appelait les Hokies et les Harkies. Ils étaient paresseux, fainéants, irresponsables et avaient trop d'enfants. Et on aménageait les camps de travail. Et si on y aménageait les camps de travail et qu'on y mettait une table, ils la découperaient en morceaux pour faire du feu. Une fois, je suis allé dans un de ces cinémas de troisième zone à Bakersfield et j'ai vu cet écriteau « Les nègres et Hokies à l'étage ». Quand le boom de la guerre a commencé en Californie en 1939, ces Hokies et ces Harkies ont été le salut de l'État. Ils sont vite allés travailler dans les chantiers navals et les usines de défense. En quelques années, le stéréotype a commencé à s'effacer. Aujourd'hui, ces gens se sentent californiens de souche. Bien sûr, ils méprisent les immigrés récemment venus du Sud. Le stéréotype est le même. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas senti le racisme. Ils étaient trop occupés par leur propre malheur. À l'époque de leur migration, il y avait beaucoup de Mexicains qui vivaient d'aide publique, insuffisante et inadaptée. Quand les Hokies sont arrivés, les autorités ont pensé qu'ils pourraient se débarrasser des Mexicains. J'ai été témoin de trains de déportation quittant la gare de Southern Pacific avec des milliers de Mexicains américains qu'on renvoyait au Mexique avec leurs familles et leurs ballots. Bien sûr, ils sont venus et le processus a recommencé. J'ai inspecté des camps de travail. Les conditions étaient incroyables. Il n'y avait pas de programme d'aide pour ces gens. Les camps étaient sales. En août et septembre, à la saison des récoltes, il y avait dans le camp une population de 175 000 personnes. Au printemps, ils obligeaient les gens qui ne touchaient plus d'aide à prendre des boulots à 25 cents l'heure. J'ai demandé au gouverneur Olson de me laisser diriger certaines audiences. On a recommandé que personne ne soit privé d'aide si le salaire était en dessous de 25 cents,5 de l'heure. La réaction n'aurait pas été plus violente si nous avions bombardé la vallée de San Joaquin.
N'était-ce pas scandaleux de les payer 25 cents de l'heure? L'idée du New Deal est retombée en 1938. Les années les plus créatives ont été de 1934 à 1938. La vie aussi avait de bons côtés, parce que l'argent n'était pas aussi important. Un de mes amis et moi, nous avions un protégé, un jeune écrivain. Nous lui lions une chambre à Los Angeles et lui donnions 5 dollars par semaine pour l'aider pendant qu'il écrivait. Il réussissait à vivre avec 10 dollars par semaine. À ce tarif-là, on était de vrais philanthropes, vous voyez. Si ça recommencerait, ça ne serait pas pareil. Le mécontentement aujourd'hui est plus vague, mal défini. En même temps, il existe un appareil policier qui peut être à la base d'un État fasciste américain. Cela n'aurait rien à voir avec le fascisme européen. Je crois que le New Deal a sauvé le capitalisme américain. Ça a été un pont. Mais ça n'a jamais vraiment résolu les problèmes.